Troisièmement, tu ne peux plus nommer tes propres ténèbres. Pour Jung, l'ombre n'est pas le diable, ni le côté maléfique de ta nature à éradiquer. L'ombre est simplement tout ce que tu as décidé de ne pas être, tout ce que tu as jugé inacceptable, honteux, trop primitif, trop mesquin, trop violent, trop sexuel, trop cupide pour parvenir à ton image de toi-même. Chaque fois que tu te dis « je ne suis pas comme ça », quelque chose va s'asseoir dans l'ombre. Et l'ombre ne disparaît pas, elle grossit, elle se densifie, elle cherche des sorties latérales, elle se projette sur les autres. Elle génère ces éclairs de jalousie, de mépris, d'irritation que tu observes en toi avec horreur, car ils ne correspondent pas à l'image que tu as construite. Le signal intéressant ici est particulièrement subtil. Il ne concerne pas les gens qui ne font pas de travail sur eux-mêmes. Il concerne précisément ceux qui en font. Ceux qui ont lu par exemple Jung, qui connaissent le concept d'ombre, qui peuvent expliquer le mécanisme de projection avec une précision quasi académique, et qui malgré tout cela ont encore une liste de choses qu'ils ne peuvent pas admettre d'eux-mêmes. Pas des actions concrètes, des impulsions, des pensées, des désirs. Quelle est la dernière chose que tu as pensée ou ressentie dont tu n'as parlé à personne, car tu avais honte de cette pensée en toi? Réponds intérieurement et sans jugement. Si tu as du mal à trouver, c'est peut-être que ton ombre fonctionne correctement, que tu as une vie intérieure riche et intégrée. Mais c'est peut-être aussi que le refoulement est si profond que l'accès à ce niveau de ta psyché est coupé. Et c'est ça le signe d'un éveil terminé, l'incapacité à descendre dans tes zones inconfortables. Jung parlait d'intégration de l'ombre, non pas l'approbation, non pas l'expression non filtrée de tous tes instincts, mais la capacité à regarder en face toutes les dimensions de ce que tu es, y compris celles qui ne correspondent pas à ton idéal de toi-même. Les gens ne pouvant pas nommer leurs propres ténèbres ne les ont pas vaincus. Ils les ont simplement perdus de vue. Et ce qui n'est pas visible ne peut pas être gouverné, mais il te gouverne. Le chercheur spirituel qui se croit au-delà de ses propres pulsions est précisément celui qui en est le plus esclave, car il a coupé le seul fil capable de lui permettre de les reconnaître. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un sans ombre, il s'agit de devenir quelqu'un dont l'ombre parle au lieu de frapper. Si tu as déjà écouté jusqu'ici, tu fais partie d'une minorité. Pas par ta discipline, mais car ce qui est abordé active quelque chose dans ta psyché, créant une résistance, c'est naturel. Le cerveau humain est câblé pour fuir les informations menaçant son image de lui-même. C'est un mécanisme de survie, efficient, mais aveuglant. Si tu écoutes encore, cela signifie que tu tolères l'inconfort de la vérité mieux que la majorité. C'est une compétence rare et c'est exactement le type de compétence que Jung considérait comme le fondement de tout développement psychologique réel. Parfois quelque chose est omis volontairement ou par ignorance, et c'est ceci. Dans ses travaux avancés, Jung ne parlait pas simplement d'intégration de l'ombre. Il décrivait aussi un processus qu'il appelait l'individuation. Un mot latin qui ne signifie pas devenir unique au sens vague du terme,
Il signifie littéralement devenir invisible, entier, non fragmenté. Et il disait quelque chose de radical, à savoir que ce processus ne peut pas être accompli. Il peut seulement être poursuivi. Il n'y a pas de ligne d'arrivée, pas de certification, pas d'état final à atteindre un matin après une retraite ou une méditation. Non. L'individuation est un mouvement permanent vers la complétude, sachant que la complétude parfaite est humainement impossible. Ce que cela signifie concrètement, toute personne qui dit avoir atteint l'éveil ment, pas nécessairement par malveillance, parfois par auto-intoxication, parfois car le système autour d'elle nécessite ce récit, mais elle ment. Et si tu te dis avoir atteint quelque chose de définitif, tu te mens aussi. Si je me dis avoir atteint quelque chose de définitif, je me mens également. Les prochains signes à venir ne concernent non plus ton rapport à toi-même, mais ton rapport au monde et aux autres. Et c'est là que les masques sont les plus épais. Quatrièmement, tes relations sont devenues des miroirs que tu contrôles. Jung avait une théorie sur les relations humaines profondément dérangeante pour les milieux spirituels contemporains. Il disait que tu ne tombes pas amoureux de l'autre, mais amoureux de la projection que tu fais sur l'autre. Une image archétypale de l'autre genre que tu portes dans ton inconscient et que tu plaques sur les êtres réels que tu rencontres. Au début d'une relation intense, tu vois l'autre à travers ce filtre. Il est parfait car il incarne ta projection. Il est décevant ensuite car la réalité de qui l'autre est réellement commence à transpercer le voile. Ce processus est universel, ce n'est pas un défaut. C'est la mécanique de base de l'attachement humain. Mais cela devient un piège à partir du moment où tu n'en es pas conscient. Le signe d'un éveil terminé concernant les relations, c'est que tu as progressivement éliminé, distancé ou neutralisé toutes les personnes de ta vie qui te résistent réellement, qui te contredisent, qui ne jouent pas le jeu de ton récit de toi-même, qui posent des questions incommodes, qui ne t'admirent pas. Et tu t'es entouré à la place de gens qui te reflètent, qui te confirment, qui t'approuvent, qui partagent tes croyances, ton vocabulaire, ta vision du monde, qui constitue un système de miroirs doux dans lesquels ton image est toujours flatteuse. Tu peux appeler ça ta tribu, ton cercle d'alignement, ta communauté de conscience. Jung, lui, appelait cela une chambre d'écho psychologique et disait que l'inconscient qui n'est jamais confronté par l'altérité réelle ne peut pas se développer. Parce que c'est précisément le frottement avec ce qui est différent, difficile, perturbant, qui oblige la psyché à évoluer. La vraie question n'est pas de savoir si ton entourage te soutient. Le soutien, c'est vital. La vraie question est de savoir si quelqu'un dans ton cercle le plus proche peut te dire quelque chose de dur sans que tu le considères immédiatement comme non aligné, toxique ou pas à ton niveau. Si la réponse est non, tu as construit une prison confortable et le gardien c'est toi. Ce que Jung prescrivait, c'est ce qu'il nommait la rencontre avec l'autre réel. Non pas l'autre comme projection, non pas l'autre comme miroir, mais l'autre
comme altérité irréductible, quelqu'un qui existe indépendamment de ton récit, quelqu'un avec qui la réalité ne coïncide pas avec la tienne et qui ne cherche pas à la faire coïncider. Ces rencontres sont inconfortables. C'est aussi les seules permettant de distinguer ce que tu es vraiment de ce que tu as appris à performer. Cinquièmement, tu as arrêté de souffrir pour les bonnes raisons. Cette idée va à l'encontre de presque tout ce que le milieu du bien-être t'a vendu, mais elle est centrale. La pensée de Jung, et elle est probablement l'une des vérités les plus puissantes et les plus mal comprises de toute la psychologie du XXIe siècle. La souffrance n'est pas un problème à résoudre, c'est un système de navigation. Jung écrivait que la névrose, appelée aujourd'hui anxiété chronique, la dépression légère, le sentiment persistant que quelque chose ne va pas, n'est pas une maladie à éliminer. C'est un message de la psyché profonde, indiquant qu'une réconciliation est nécessaire, qu'une partie de soi a été abandonnée, qu'un chemin a été évité au lieu d'être emprunté. Pour Jung, la névrose est toujours un substitut pour la souffrance légitime. Mais que signifie une souffrance légitime ? C'est la souffrance qui naît du fait d'être pleinement vivant dans un monde imparfait. La souffrance de l'échec réel, la souffrance du deuil authentique, la souffrance qui accompagne la prise de responsabilité, les choix difficiles, les sacrifices nécessaires, la souffrance de devenir. Et la souffrance illégitime, la névrotique, est ce qui surgit systématiquement dès que tu évites la première. Elle est diffuse, chronique, sans objet précis. Elle n'a pas de nom car elle n'est pas reliée à une cause réelle. Elle est la somme accumulée de ce que tu n'as pas voulu traverser. Le signe concret de ceci est que depuis que tu as embrassé ton chemin spirituel, es-tu moins capable de nommer ce qui te fait souffrir ? Est-ce que ta souffrance est devenue plus vague, plus abstraite, moins rattachée à des événements ou des réalités précises ? Est-ce que tu souffres encore, mais d'une façon que tu ne peux plus expliquer à quelqu'un qui ne partage pas ton vocabulaire ésotérique ? Si oui, quelque chose s'est peut-être déplacé, non pas vers plus de liberté, mais vers plus d'abstraction. Et l'abstraction, en psychologie, est souvent une forme de distance défensive par rapport à la réalité concrète. Le chemin, selon Jung, ne mène pas à moins de souffrance. Il mène à une souffrance plus juste, plus ciblée, plus utile, plus courte, car traversée au lieu d'être contournée, plus riche, car elle est reliée à quelque chose de réel. Si tu n'as plus vraiment souffert de quelque chose de concret depuis longtemps, c'est peut-être que tu t'es si bien protégé du monde réel que le monde réel n'a plus de prise sur toi. Mais ce n'est pas de l'éveil, c'est de l'armure. Et l'armure, même la plus légère, finit toujours par peser plus qu'elle ne protège.